Gustave est en train de nous faire une petite obsession sur les municipales, je le crains, mais avec cette couleur un peu particulière et assez nouvelle chez lui qui s'apparente au jaune fluo, si vous voyez ce que je veux dire. Pour résumer, il est en train de sortir de son scepticisme pour nous inviter à l'action directe. D'habitude, comme tous les vieux anarchistes de son genre, il dit « Allez, laisse tomber, ça servira à rien de toute façon ». Mais là, il est très excité par le fait que le parti au pouvoir, avec son sourire orwellien et permanent, veut caser ses pions dans toutes les mairies pour faire basculer le Sénat en faveur de Macron. Comme ça, il n'y aura plus d'opposants du tout. Donc Gustave dit à qui veut l'entendre, moi par exemple, que l'une des premières choses à faire, c'est même pas de présenter des listes et des candidatures individuelles de blocage, mais déjà de s'assurer, dès maintenant, va-t-il dire, qu'il n'y aura pas de fraude pendant le dépouillement. Et il me dit, toi qui as de l'influence, pourquoi tu n'incites pas les gens à filmer le dépouillement, par exemple? Alors il explique, il me dit que les caméras pour adolescents qui filment pendant 2 heures en grand angle avec le son sur une toute petite carte et qui sont grosses comme 4 morceaux de sucre, ces caméras dérivées de la fameuse Go Sport valent moins de 40 € en ce moment. On les trouve partout, production chinoise évidemment, et filmer un bureau de vote, surtout pendant le dépouillement, est parfaitement légal. Alors je lui dis, mais tu vas pas prétendre tout de même qu'il y a des irrégularités? Il me répond, je le prétends pas, je l'affirme. Ici, j'en ai pas vu, mais à Saint-Barnabé, ça c'est le village d'à côté, le maire est passé uniquement grâce à ça, la dernière fois, et tout le monde le sait. Des hommes à lui ont rayé des noms, des gens qui avaient voté pour un tel n'ont vu aucun bulletin comptabilisé pour le fameux un tel. Il y a eu donc beaucoup de bulletins nuls frauduleux. Alors là encore, j'essaie de lever les objections comme elles viendront à ceux qui m'écoutent. Par exemple, je lui dis, mais si tu filmes, est-ce que tu fais tu portes atteinte au fameux droit à l'image, non? Un jour d'élection, me dit-il, dans un bureau de vote, le droit à l'image, c'est une foutaise, c'est une invention. On a le droit de filmer une opération hautement publique, dans un lieu hautement public, mais si l'assesseur du bureau, par exemple, décide de l'interdire parce qu'il y a menace à l'ordre public. Alors là, il me répond, c'est le seul cas. C'est si ça provoque un incident dangereux pour le reste des opérations. Mais dans un cas comme celui-là, il paraît qu'il y a déjà une association qui est en train de se monter et qui attaquera en justice si le filmage a été arrêté pour des raisons frauduleuses en invoquant un trouble à l'ordre public qui n'existe pas. Et là, je lui dis, mais dis donc, tu m'as l'air bien remonté, soudain. Et il me répond, je ne suis pas remonté, je suis conscient que c'est la dernière chance qui reste à ce pays d'avoir un contre-pouvoir parlementaire. Les gens sont tellement ignorants qu'ils ne savent probablement plus que ce sont 11 personnes du conseil municipal qui désignent l'une d'entre elles pour aller voter pour un sénateur. Ils l'ont oublié, il faut le leur rappeler et éviter de nommer comme grand électeur, là, des gens comme Albert, avec son air de vieil étudiant donneur de leçons qui vit sur les rentes de sa mère et qui épluche le journal Le Monde jusqu'à 11 heures. Un type qui n'a pas travaillé depuis l'âge de 40 ans en plus. Parce que celui-là, il va t'expliquer que Macron est un rempart contre le fascisme. Alors que sincèrement, comment t'appelles quelqu'un qui magouille en douce et en ce moment pour avoir tous les leviers en même temps, pour modifier ensuite la Constitution à son profit? Quelqu'un qui invite la population à surveiller ses voisins radicalisés tout en subventionnant les associations qui fabriquent des radicalisés. Eh ben moi j'appelle ça un petit faf. Et j'en ai croisé pas mal dans mon existence, crois-moi. Il a toute la panoplie, il lui manquait que la barre de fer, mais ça va venir. Déjà, on va voir comment ils accueillent le filmage du dépouillement, ça sera un excellent test. En plus, l'avantage, c'est qu'au moment où les gros bras du maire vont essayer d'interrompre la prise de vue, eh bien, il y aura toujours quelqu'un d'autre pour filmer le coup de force en douce par derrière et envoyer le résultat sur les réseaux sociaux. Et il a eu cette conclusion que j'ai trouvée assez amusante. Quand on pense qu'on va donner des leçons en Ukraine et en Russie sur la démocratie, il est quand même temps de montrer au reste du monde comment ça se passe chez nous. Abonnez-vous, merci. S'il y a une chose qu'il faut évoquer d'urgence avant les municipales, c'est l'absence de goût, de sens esthétique dans l'équipement mobilier urbain. Et s'il est vrai que les goûts et les couleurs, comme on dit, ça ne se discute pas, ben je crains que ce ne soit vrai au sens propre, ça ne se discute pas assez. Ou alors ça se discute entre 4 personnes qui font partie du comité d'urbanisme, mais c'est tout. Eh ben, on peut dire que c'est pas assez. Chez mon ami Gérard, là, le maire de Villeneuve, il y a une armada, à l'inverse, de jeunes gens, de jeunes filles, 6 ou 8, qui font les marchés
avec les 4 projets finalistes pour la rénovation des bancs publics ou des jeux pour enfants, et qui interroge la population pour lui demander ce qu'elle préférerait comme projet. Et à la fin de la journée, les filles qui sont en charge de la consultation, eh bien, comptent des bâtonnets pour voir qui a approuvé ou non. Et lors de la réunion suivante du conseil municipal, on compte tous, ensemble, me dit-il, le nombre des bâtonnets. On interroge les enquêteurs sur les arguments qu'ils ont entendus. Oui, mais qu'est-ce qui se passe, vous allez me dire, si parmi les 5 projets retenus, mettons dans le domaine des jeux pour enfants, il n'y a que des attractions hideuses avec des couleurs criardes et un tapis caoutchouté orange vif, sous prétexte que tout ça est aux normes. Eh bien, là, me dit-il, dans ce cas, on ne peut pas faire grand-chose. Si les fabricants de ce genre d'équipements urbains, pour reprendre l'expression de mon ami Gérard, le maire, ont tous un goût de chiotte, ça devient difficile. Et là, qu'on me permette une réflexion personnelle sur ce sujet, mais il est certain que le rapport général au bon goût dans notre pays s'est perdu à cause du fait que la jeunesse post-68arde a remis systématiquement en cause la notion du bon goût, de l'harmonie, comme bourgeoise, comme coincée. Alors la conséquence, c'est que les enfants et les adolescents élevés dans les nouvelles normes, la permissivité, la liberté d'être soi, etc., se sont affranchis aussi des règles de mariage des couleurs, etc. Dans les années 70 ou 80, on a commencé à dire « mais je ne vois pas pourquoi on ne mettrait pas de vert et d'orange avec du violet et du marron ». Alors je vous laisse vous souvenir, par exemple, des papiers peints jaune-marron de cette époque. Tout était marqué par le désir de gifler la notion du bon goût selon la génération antérieure, supposée bourgeoise. Donc il y a une forte proportion des jeunes adultes aujourd'hui ayant débarqué sur le marché du travail, donc par exemple, hélas, chez les fabricants de mobilier urbain, avec ces idées de rupture par rapport au bon goût qui ont commencé à promouvoir les décors de gares et de cafés dans des violets orange verts. Là, vous ajoutez à ça l'influence américaine, l'éducation à la couleur qui s'est faite à travers les Lego, les jouets Fisher-Price, les tags, les couleurs basiques du journal de Mickey, plus tard les premiers jeux vidéo. Il ne faut pas s'étonner que l'architecture urbaine soit devenue une sorte d'annexe des albums pour les 6-8 ans. Alors vous allez me dire, mais au fond, pourquoi pas? C'est fasciste de penser que vous avez la notion du bon goût, elle n'est pas unique, etc. Et là, c'est Gérard, le maire de Villeneuve, qui répond à cet argument en disant « Moi, j'ai hérité d'une ville qui, à 90%, a été bâtie au XVIIIe et XIXe siècle. Il y a des kiosques à musique, des façades à colonnes grecques, des platanes, des parterres, des escaliers à balustrade, des jets d'eau. Je ne vois pas pourquoi j'irais rhabiller tout ça aux couleurs de la BD. » Chez nous, même les bus ont des couleurs Hermès. C'est simple. Chez nous, en 6 ans, j'ai instauré des codes, même pour les grandes enseignes. Alors je lui dis quand même, pour McDonald's, surtout pour McDonald's, me dit-il, le seul McDo du centre-ville, nous l'avons obligé à être or et vert foncé, comme à Milan et à Vienne, parce que quand on veut, on peut. Il y a dans mon opposition des gens qui disent que c'est grotesque, qu'on s'en fout de laisser du rouge et du jaune sur toutes les façades, et ces gens, bizarrement, sont tous de gauche. Non, arrête, je lui ai dit, tu vas pas me dire que le goût de chiotte est de gauche par définition. Il me répond, si, un peu, parce qu'il s'agit de gifler la bourgeoisie. Donc tu vas faire de l'art contemporain rose et vert dans les églises, par exemple, tu vas mettre des BD de 8 mètres de haut sur des façades 18e. Il s'agit de punir le passé. Les gens de gauche veulent toujours punir le monde dont ils sont issus. Tu regardes la photo de Macron là avec ses danseurs africains à moitié à poil le jour de la fête de la musique dans la cour de l'Élysée, et tu comprends tout ce que je viens de te dire. Il n'a pas tort. Abonnez-vous, merci. La ville de Béziers n'est pas très éloignée de chez nous et nous avons des gens qui passent toutes les semaines à Campagnole dont les parents habitent là-bas. Pour être tout à fait précis, ce sont des charcutiers itinérants qui passent en camion tous les jeudis dans les villages en klaxonnant avec insistance à un couple de 40 ans et leur famille habite donc Béziers. Et pendant que j'ai acheté des feuilletés au jambon l'autre jour, la dame, la vendeuse m'a dit « Vous savez, ces inondations, ça m'a fait de la peine, j'ai trouvé ça vraiment horrible. » Comme elle venait de dire que ses parents n'avaient pas été affectés, ou très peu, parce qu'ils habitaient sur une hauteur, elle peignait donc leurs amis et leurs voisins, sans doute, me suis-je dit, mais en fait, non, elle avait trouvé surtout horrible le traitement médiatique de cette histoire. Elle faisait 2 observations.
distinctes. La première, c'était, si vous permettez de transcrire ses propos sans édulcorer son vocabulaire, c'était le côté charognard des télévisions. En l'occurrence, la télévision LCI, dont une petite journaliste passait pendant ces journées-là d'un groupe à l'autre de sinistrés qui avaient tout perdu pour leur demander textuellement « Et alors, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir tout perdu comme ça en un quart d'heure et de voir détruite l'œuvre de toute une vie, etc. Ça doit être très dur, non ?» disait la fille. Et là, c'est moi qui parle. Il y a une autre observation qu'on peut faire au passage, c'est que maintenant, la presse ne se contente plus de vous poser des questions charognardes comme ça, elle préfère y répondre elle-même. Le type à qui vous posez ce genre de questions vous répond dans l'ordre de ce que vous lui avez suggéré. Oui, c'est très dur. Oui, c'est les économies de toute une vie qui disparaissent, etc. Et là, si vous me permettez d'appuyer encore un petit peu sur le thème de la télévision qui distille les réponses aux questions qu'elle vient de vous poser, on peut citer d'autres questions hyper verrouillées comme ça, du genre... Est-ce que vous pensez que le président entend fixer les limites du débat parce qu'il a compris qu'à l'automne, il serait trop tard et que ses alliés lui en voudraient d'aller plus loin sur la question des retraites, par exemple? Et c'est curieux, mais le politologue un peu chien-chien va chercher, auquel on pose des questions comme celle-là, des questions spaghetti, ne répond jamais, dis donc, si vous avez un script tout fait pour ce que doivent répondre vos invités, et devenez porte-parole du gouvernement, et on en reste là. Mais ça, c'était dans un monde idéal. Le politologue poserait son micro-cravate, il quitterait la lumière du projecteur, mais là, en fait, non, il est là pour servir la messe, il ne peut pas partir au milieu de l'offertoire. Donc, revenons à nos moutons, c'est-à-dire à Béziers. Non seulement ma gentille charcutière l'a trouvé dégueulasse, c'était son mot, d'aller filmer les gens dans la boue à la tombée de la nuit avec un projecteur pour leur demander « Alors, qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que vous avez envie de pleurer ?» Mais ma charcutière du village, là, a curieusement ajouté, et en plus, ils essaient par tous les moyens de faire porter le chapeau au maire de Béziers. On devinait donc que ses parents qui habitaient par là avaient une certaine amitié pour le maire de Béziers, et c'est pourquoi elle était sensible à ce qu'en disait la presse, et elle m'a dit, cette chose assez amusante, ça c'était sa deuxième remarque, en ce moment, ils invitent le maire de Béziers tout le temps, avant les municipales évidemment, parce que plus vous lui tendez le micro, plus vous avez des chances de lui faire dire un truc qu'on peut reprendre en boucle comme ça pour lui faire honte, mais il se laisse pas faire du tout et il a bien raison. Pendant les inondations, par exemple, on l'a vu partout avec son parapluie, mais il n'a jamais dit une seule bêtise, enfin que je sache, alors que tous les commentateurs disaient c'est un problème lié à l'urbanisme, il faut trouver les responsables, les bassins de régulation étaient bouchés, les tuyaux étaient trop petits, etc. Sous-entendu, vous avez compris, c'est le maire qui ne fait rien. Manque de peau, ils n'ont pas trouvé un seul type, les pieds dans la boue, là, qui disait le maire ne fait rien. C'est pas faute d'avoir cherché, me dit cette femme. Donc pour ma part, j'ai trouvé cette analyse de l'honnêteté de nos médias assez juste et amusante pour vous en faire part. Elle tombait donc de la camionnette à vitrine réfrigérée du petit charcutier itinérant de Campagnol qui passe de rue en rue en klaxonnant dans le petit matin. Abonnez-vous, merci. Je vous ai parlé récemment du succès assez compréhensible du film Joker qui flatte des tendances à la révolte radicale dont on retrouve les éléments dans l'aventure des Gilets jaunes, au point qu'on peut s'attendre à ce que les manifestants désormais se griment en clowns. J'ai dit aussi qu'il arrive comme ça que le succès d'un film, même s'il s'agit d'un film de pur divertissement, s'explique par le fait qu'il entre en résonance avec les pensées, avec les craintes, avec les aspirations de toute une population. On a connu le cas avec Amélie Poulain, par exemple, qui représentait une France en train de disparaître et que les gens voulaient retenir. On a connu aussi le plébiscite de La vie est un long fleuve tranquille, qui montrait très bien l'éternelle fracture entre deux France devenues irréconciliables. On a vu le succès des choristes, qui montraient une France sentimentale, soudée sur des valeurs intimes, personnelles, morales. Et puis, en ce moment, on a
assiste à un phénomène intéressant du même ordre, le succès, d'abord lent, puis très prononcé, du film Au nom de la terre. Alors je ne vais pas vous raconter ce film, mais c'est l'histoire du père du cinéaste qui avait une exploitation agricole et qui a subi le mépris de la France des celles et ceux, la France qui dit vous n'avez qu'à suivre, qui dit le formulaire est sur Internet, comment ça vous n'avez pas Internet, etc. Or, comme il y a en ce moment toute une France qui ne suit pas, justement, qui ne suit plus, qui est larguée, eh bien elle va au cinéma s'émouvoir devant une histoire qui ressemble à la sienne ou à celle de ses parents que l'exode rural en 1970 a privé de leur âme et de leur maison souvent. Jusque-là, vous allez me dire, c'est pas un sujet de chronique, vous avez raison, c'est là qu'elle commence d'ailleurs. On peut observer que les gens qui se ruent pour aller voir Au nom de la terre en ce moment sont des gens qui votent en quelque sorte contre le système en assurant le succès d'un film dont le destin était loin d'être écrit d'avance, un film qui a mis 5 ans à se faire au milieu des ricanements à propos de la France des bouseux, un film qui ne devait pas marcher parce que l'histoire et le progrès ont décidé depuis longtemps que la seule chose qui marche au cinéma, c'est Transformers et Captain America. Or, justement, le peuple de base, le nôtre, le mien, le peuple de fond, est en train de voter pour ce film et pour tout ce qu'il contient, de nostalgie, de ressentiment, de sentimentalisme aussi. Et le pire, c'est que si ça se trouve, les gens qui sont allés voir ce film ne fréquentent même pas les urnes. Mais ils ont le sentiment qu'en participant à un bon bouche à oreille avec ce film, ils contribuent à faire passer un message au gouvernement. Alors vous allez me dire évidemment, ah oui, alors quel message ? Je vais vous répondre qu'un type qui avait vu le film, traîné par sa femme d'ailleurs, m'a dit l'autre jour au café, en voyant le président expliquer à la télé française 3 ou 4 jours après qu'il allait donner des milliards à Mayotte, il a dit, cet agriculteur, comment veux-tu qu'il n'y ait pas le feu aux préfectures quand tu vois ce Gugus aller à l'autre bout du monde expliquer qu'on va leur donner l'argent qu'on t'a refusé ici ? Quand tu vois ce type, le président, s'émouvoir sur un type qui lui dit comment est-ce qu'on peut vivre à La Réunion avec 1500 € par mois, alors que moi, à Saint-Antonin-Nobleval, je vis avec 500, et là, il me dit, moi, devant ce film, j'ai chialé, c'est simple, je crains pas de le dire. Eh bien, moi, je ne crains pas de vous le répéter, car pour avoir suivi quelques campagnes électorales récemment, je n'ai vu aucun personnage politique d'envergure nationale qui ait pris le temps de regarder un film qui avait fait plus de 10 millions d'entrées. La réponse étant toujours la même quand on fait partie des proches. Mais qu'est-ce que tu crois ? Est-ce que tu crois que j'ai le temps ? Alors en fait, ces gens n'ont jamais le temps d'analyser ce que les millions de spectateurs ont dans le cœur et de comprendre pourquoi ils ont plébiscité le même film. Il me rappelle l'épouvantable Feur Pellerin, ministre de la Culture, vous vous souvenez, le lendemain du jour où Patrick Modiano, écrivain français, a eu le prix Nobel de littérature et où elle a répondu à la presse « Non, j'ai pas lu, mais si vous croyez que j'ai le temps ». Alors là, même réponse pour tout ce monde-là. Madame, c'est votre métier. Votre métier, c'est de savoir ce que les gens pensent, aiment, achètent. C'est d'en tenir compte. Mais vous et vos semblables, vous ne faites pas votre métier. Alors donc, ne vous étonnez pas si les gens viennent vous rappeler quel est votre métier sous vos fenêtres en criant un peu fort. Abonnez-vous, merci.